Bonjour à tous, il est exactement 12h31, vous êtes dans le ZCL de Canal 10 et on commence tout de suite l'info dans un petit moment. Bonjour Mélissa. Mélissa, j'avais dit ici, mais ici c'est demain. Et donc aujourd'hui, on va avoir une barre très chargée, c'est la formule habituelle, puisqu'on va recevoir tout à l'heure l'une des représentantes de Cadistat. On va parler du sondage qui est paru la semaine dernière avec, on le sait déjà, Chalus en tête de tous les sondages. Sinon, on parlera aussi de football, puisque le CSM a battu en Martinique le CS franciscain. Notre ami journaliste sportif Richard Etienne sera avec nous tout à l'heure pour commenter un peu cette victoire. On a envie de dire historique, puisque pas souvent que les Guadeloupéens gagnent en Martinique. C'est seulement la deuxième fois. Ensuite, on parlera de sang. Pas de sang contaminé, de sang simplement, puisqu'il y a une campagne qui commence demain, le 14 exactement. On va recueillir du sang pour les Guadeloupéens. Et ça, c'est très important. Il y aura une journée mondiale du sang. Et bien sûr, les chroniques, bien sûr, la chronique de Mélissa sur l'ostéopathie. On parlera de quoi aujourd'hui en ostéopathie? La névralgie d'Arnold. La névralgie et l'ostéopathie. Voilà. Et la nouvelle chronique qui démarre aujourd'hui, celle sur le tourisme avec Elisabeth Adelaide. Voilà, on a fait le tour. Rapidement, les titres, Mélissa. Oui, donc les titres de ce lundi 13 juin. Santé Bocase, un laboratoire mobile bientôt près de chez vous. Ce nouveau bus santé de l'ARS vise à rapprocher, dépister et accompagner la population isolée de l'offre médicale. Une dictée populaire a eu lieu samedi lors du deuxième prix des marins-pêcheurs à Port-Louis. À cette occasion, enfants et adultes se sont prêtés au jeu de la dictée en français, mais aussi en créole. Jusqu'au 22 juin, vous pourrez vous aussi révéler votre fibre artistique. Rendez-vous à l'exposition du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre sur le thème « Les maisons du monde ». Développement de tous ces titres tout à l'heure, après notre première invitée, le premier invité qu'on salue, Erika Mérillon. Bonjour. Bonjour. Alors, comme d'habitude, vous venez commenter le sondage. J'allais dire le sondage qui tue. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Mais en fait, ce sondage qu'on examine dans le détail, globalement, il confirme ce qui s'est passé aux élections de décembre, en fait. Oui, c'est un peu normal. Hein, c'est normal quelque part, les citoyens ou les électeurs, lorsque vous les interrogez, ils ne vont pas non plus aller à l'encontre de ceux des jugés et de la façon dont ils ont voté en décembre dernier. Oui, alors on remarque aussi un effritement, c'est le moins qu'on puisse dire, de Victorin Lurel. Disons il perd 9 points. Oui, mais disons que le processus était déjà engagé depuis un certain temps. Et là, aujourd'hui, il est moins présent médiatiquement, forcément. Il n'est plus président de région, même s'il demeure une personnalité très active sur le plan politique au niveau du PS national en particulier. Mais pour autant, son rayonnement médiatique étant moindre, il s'effrite, il continue de s'effriter dans les sondages. Alors, vous voulez dire que quand on n'a pas la machine de communication de la région, on disparaît du pays des radars? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais on sait que Victorin Lurel a été très actif médiatiquement. Parce que on a dit quelquefois un peu trop. Peut-être, mais ça n'est pas à moi d'en juger. Il a eu, de par sa fonction de président du conseil régional, à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer sur divers sujets. Et donc aujourd'hui, étant en retrait et surtout battu avec un écart considérable par Harry Chalus, naturellement, la confiance qui pouvait lui être accordée se retrouve en recul. Alors en fait, c'est la double peine pour lui. C'est le résultat des urnes se retrouve dans ces sondages, mais c'est ce qu'on a observé également en 2004 lorsque Victorin Lurel est arrivé à la tête du conseil régional, puisque on a coutume de dire que la région, celui qui est à la tête de la région, c'est l'homme fort de l'échiquier politique local. Lorsque Lucette Michaud-Chevry a été défaite par Victorin Lurel, ses scores de notoriété et de confiance se sont effrités et naturellement, Victorin Lurel a connu un regain et a fait des bons spectaculaires dans nos baromètres. Alors, autre remarque quand même qui est significative, c'est, j'ai envie de dire, la presque disparition du reste de la classe politique. Des gens qui se retrouvent à 1%, 2%, l'écart est quand même considérable.
Alors, quand on dit 1%, 2%, il faut bien savoir de quoi on parle. Oui. Lorsqu'on parle, par exemple, de la confiance, qui est pour nous l'indicateur le plus significatif, il faut surtout voir qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens, toujours, qui disent n'avoir confiance en aucune personnalité politique. 31%, c'est ça? C'est de cet ordre-là. Donc, dans un contexte pareil, forcément, par rapport à l'éventail d'hommes et de femmes politiques que nous avons sur notre territoire, eh bien, ça laisse des portions très faibles pour ceux qui n'arrivent pas à collecter suffisamment, à rassembler suffisamment de personnes sur leur nom. Alors, c'est pas un paradoxe quand même que Chalus soit un pourcentage aussi important, 66% à peu près, je crois, 63%. Oui, mais en notoriété, pas en notoriété, pardon, en confiance accordée, mais de manière non spontanée. C'est-à-dire que il faut bien comprendre la différence que nous faisons entre la confiance accordée au président d'Assemblée et aux députés et sénateurs, qui sont les personnalités que nous testons. Ce sont les mêmes, hein. Oui, mais attention, là nous leur demandons est-ce que vous avez confiance en Henri Chalus? Ils répondent positivement ou négativement. Oui. Mais nous avons une autre question, nous demandons à qui feriez-vous confiance? À qui avez-vous envie de faire confiance? Et là, ça n'est pas la même chose, puisqu'il y a un cas où les réponses sont suggérées et un autre où elles ne le sont pas du tout. Et donc, c'est vraiment spontanément que les personnalies sont citées dans le deuxième. Je vois un peu la courbe de confiance générale de la classe politique. Elle n'arrive pas quand même à augmenter au regard de ce qui s'est passé des deux précédents sondages. Mais ça n'est pas une spécificité locale. Puisque si vous... Non, mais je dis effectivement, bon, on a du mal à dépasser la barre des 40% de Guadeloupéens qui disent avoir confiance dans la classe politique locale. Mais si vous regardez les sondages au niveau national, vous allez être sur les mêmes tendances avec cette défiance qui est accordée à la classe politique qui, d'une manière générale, ne parvient pas à résoudre les grands problèmes de société. Et donc, il y a une influence de ce qui se passe en France sur l'électorat ou sur les sondés guadeloupéens? Non, pas forcément, mais c'est un mécanisme qui est globalement le même. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, si on regarde aujourd'hui les préoccupations majeures de la population, elles se concentrent sur l'insécurité, elles se concentrent sur, comme toujours, le chômage, l'emploi. Aujourd'hui, la réponse à ces questions n'est pas forcément une réponse politique. Et si vos préoccupations, vous avez l'impression que ceux qui parlent et ceux qui sont vos porte-parole ne peuvent pas apporter les réponses, quelque part, ça les décrédibilise d'une certaine manière aux yeux de la population. On peut même dire qu'ils ont échappé belle, parce que si vous avez fait ce sondage après la question de l'eau, c'est sûr que les choses auraient peut-être changé. On ne va pas faire du sondage fiction, mais en fait, la question de l'eau vient à 21%, je crois. Oui, la question de l'eau arrive en 4e position et c'est la première fois que nous la testons parce que nous sommes conscients que ce baromètre qui existe aujourd'hui depuis 16 ans doit évoluer en fonction de l'actualité, en fonction des problématiques locales. Et donc nous avons inclus cette question de l'eau tout comme celle des déchets et on voit d'ores et déjà que, bon, clairement, l'eau est un enjeu majeur aujourd'hui pour nos populations. Tout à fait. Et on remarque, pour prendre une catégorie qui revient quand même assez souvent, mais enfin qui s'affaisse, c'est la question du statut ou du changement statutaire. Alors, je ne sais pas s'il faut faire la différence entre ce que vous appelez changement statutaire et évolution statutaire. Alors, nous on parle uniquement de la question du statut et de la question identitaire. C'est clair, c'est le statut... L'article 73-74 et l'indépendance, c'est pareil? C'est la question du statut. Dans quel statut est-ce que la Guadeloupe doit évoluer? Mais clairement, oui, ça n'est pas une préoccupation majeure des Guadeloupéens. Ça ne veut pas dire... Il y a eu un petit pic quand même il y a quelques années. Après, en 2010, il y a eu 9%. Oui, mais vous savez, il y a toujours... justement, et c'est ça l'intérêt des baromètres, c'est de voir qu'en fonction de l'actualité, les préoccupations bougent. Le jour où on aura un syndicat, un organisme unique pour la gestion, pour la distribution
distribution de l'eau, peut-être que l'eau ne sera pas à 21%. Oui. Mais si pas demain, hein. L'eau coulera sous les ponts avant. Oui. Ça n'est pas à moi d'en juger là non plus. Mais de même, si on a une baisse significative de l'emploi, peut-être que nous n'aurons pas non plus les mêmes scores au niveau de l'emploi. Si vous regardez, et c'est ça qui est intéressant dans un baromètre, c'est que les choses ne sont pas figées et on voit en fonction de l'actualité, en fonction des différents scrutins, comment les personnalités sont jugées, comment la population les regarde. Si on regarde la cote de confiance spontanée par exemple, oui. On verra qu'en 2010, après son élection, sa réélection à la tête de la région, Victorel Lurel était à 34%, un des scores les plus élevés. Aujourd'hui, donc quelques mois après son élection, Harry Chalus est à 33%. Donc on voit que les choses évoluent effectivement en fonction des scrutins. Et les préoccupations, elles évoluent en fonction des thèmes qui sont versés dans l'actualité régionale. Alors, comment juger l'évolution de Mme Josette Borel-Lincertin par rapport, qui est au même poste que Jacques Gillot? Il y a quand même une différence de quelques points. Est-ce à dire que la personnalité de Mme Borel-Lincertin est, entre guillemets, plus rassurante que celle de Jacques Gillot? Alors, Jacques Gillot a longtemps été testé en tant que président du département, enfin à l'époque conseil général. On peut difficilement comparer, parce que Josette Borel-Lincertin n'est présidente du département que depuis, maintenant un petit peu plus d'un an. Alors que Jacques Gillot... Elle a été à la région quand même. Hein. Oui, mais là encore, ça n'est pas... Oui, ça joue forcément, et il y a même, à mon avis, d'autres éléments qui augmentent la cote de sympathie de Mme Borel-Lincertin, parce que la façon dont sa trajectoire politique, oui. C'est une dame qui sort de la société civile, dont le discours peut être empreint d'une certaine forme de vérité qui plaît à la population, qui est un peu moins démagogique, et puis son entrée à la région, sa sortie de la région, puis son élection au conseil général, départemental, sont de nature à amener une certaine forme de sympathie sur sa personnalité. Et puis c'est une femme, d'une manière générale, à part quelques rares exceptions, les femmes en politique, on a un regard différent quand même et ça compte sur ces personnes. Dans un sondage, ce paramètre peut quand même faire le paramètre féminin de la personnalité, enfin de la... C'est un tout. Madame Borel-Lincertin, on ne peut pas dire que ça soit une personnalité clivante comme pouvait l'être par exemple l'ancien président de région Victorel Lurel. Oui. Donc en plus ce côté féminin, pragmatique, qui va droit au but et qui prend un peu peut-être moins de détours pour dire les choses, oui. C'est quelque chose qui, oui, plaît à la population. Alors, il y a une question qui n'est pas, bien sûr, dans le sondage, mais je me plais à vous la poser quand même. Ça arrivera un jour que vous prendrez en compte des personnalités non politiques, par exemple Domota, je ne sais pas moi, l'Ukrainette, enfin des personnalités de ce type-là. C'est pas intéressant de sonder la population sur leur popularité, ne serait-ce que sur leur cote de popularité, puisque ces gens-là n'agissent pas réellement sur le politique. Alors, le baromètre dans son état actuel, c'est un baromètre sur la vie politique. Oui. Donc, effectivement, il y a des personnalités qui influencent la vie politique. Ça peut être intéressant, mais ça serait sous une autre forme, puisque on a un cadre dans lequel on est inscrit et on s'est inscrit dans le temps, et je pense qu'il est intéressant de... Pas le perturber. Mais sinon, les comparaisons ne seront plus possibles. Oui. Donc, pour pouvoir garder cette lecture dans le temps, il faut éviter d'introduire trop de paramètres nouveaux. Mais ça peut être intéressant. On nous a posé la question aussi sur les journalistes. On nous a dit oui, mais ça serait intéressant aussi de poser des questions sur l'univers médiatique. Non, mais dans le jardin. Non, mais je vous dis que ce sont des choses qui reviennent. Oui. Après, il faut trouver la forme, il faut trouver les financements, parce que ça ne se fait pas comme ça. Et donc, Alors, justement, on arrive à une question, je ne crois pas l'avoir déjà posée. Comment vous établissez votre panel ?
Enfin, sans entrer dans les secrets. Oh non, non, mais il n'y a pas de secret. Il s'agit d'une enquête faite sur un échantillon représentatif, donc de 500 personnes. Trié Non pas trié, oui. Mais on fait en sorte que la structure de l'échantillon, la structure par âge, par sexe, par commune, soit la même que la structure de la population guadeloupéenne âgée de 18 ans et plus. C'est-à-dire que il y a dans cette population âgée de 18 ans et plus 53% de femmes, et bien on va faire en sorte d'interroger 53% de femmes. Si au bout d'un moment on se rend compte qu'on a trop de femmes lorsqu'on appelle les gens au téléphone, et bien on leur dit désolé, je ne peux pas vous interroger parce que nous avons atteint nos quotas et donc on passe à quelqu'un d'autre. Et la marge d'erreur est toujours de plus ou 5 points. Alors oui, elle est comprise entre 2 et 5 ouais. Suivant la proportion estimée. Mais ça reste effectivement dans cet ordre de grandeur. Et donc, d'une manière générale, les réponses aujourd'hui, est-ce que comme certains sondeurs, vous avez un échantillon type, par exemple ce qu'on fait pour médiamétrie, on arrive même quelquefois à planter ce genre d'appareil chez les gens pour pouvoir mesurer, etc. Non, parce que là on parle vraiment effectivement d'un panel, oui. C'est-à-dire d'un échantillon. Presque au hasard. Non, pas au hasard, justement. Le panel, c'est pas un échantillon au hasard. Le panel, c'est un échantillon qui reste le même sur une étude. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans un panel et c'est toujours les mêmes personnes qui sont sondées. Et leur réponse ne varie pas de beaucoup, d'une manière générale? L'intérêt, c'est qu'on garde toujours la même structure oui. d'échantillon parce qu'on a le même panel. Ensuite, il y a un taux de renouvellement du panel. Certaines personnes entrent, certaines personnes sortent, mais on a toujours... L'important, c'est la représentativité. Et donc, on a toujours cette même proportion d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, des catégories socio-professionnelles supérieures, inférieures, donc des demandeurs d'emploi, des retraités, des cadres, des employés. Et ça, c'est ce qu'on a dans un panel. On va prendre les mêmes personnes, on va les réinterroger oui. Et lorsqu'on est sur ces enquêtes barométriques, en fait c'est le même type d'échantillon, mais pas forcément toujours les mêmes personnes. Alors, quand, comme la dernière fois, votre sondage est contesté entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les gens disent ah ouais, sondage là, ça pas bon, etc., etc. Comment vous, à CADISAT, vous réagissez par rapport à ce type de choses? Cela étant dit, vous affirmez toujours qu'un sondage est quelque chose de scientifique. Oui, c'est quelque chose de scientifique. Affective, humaine, etc. n'entre pas en ligne de compte. Mais le sondage, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le sondage est scientifique, oui. Certes, mais la méthode. Oui, mais la méthode est scientifique, mais il y a une forme d'incertitude oui. Due justement à la façon dont les sondages sont réalisés, on en a parlé tout à l'heure, c'est la marge d'erreur. Tout à fait. Sur des sondages d'intention de vote, on s'applique à toujours indiquer cette marge d'erreur. Après, il y a un certain nombre de questions, par exemple sur les questions sur est-ce que vous avez confiance dans la classe politique. Là, on fait appel à la subjectivité de la personne sondée. Et donc, dans ce cas-là, c'est sa subjectivité qu'on va retrouver dans la réponse. Lorsqu'on demande à une personne si elle va voter oui ou non, c'est plus un comportement et là elle est plus encline à dire quel va être le bon comportement qu'elle va réellement adopter, sauf si elle cherche à fournir une réponse politiquement correcte parce qu'on a du mal à dire effectivement par exemple qu'on ne va pas voter alors qu'il est plutôt de bon ton de dire le contraire. Ça vous embête quand on conteste entre guillemets un sondage? C'est arrivé d'ailleurs. Bien sûr, mais bien sûr, puisque nous sommes des êtres humains, donc si nous faisons quelque chose en notre âme et conscience oui. Et qu'on se fait tirer dessus en nous accusant de tous les maux, y compris de le faire à dessein contre certaines personnalités, oui, ça nous touche, oui. Forcément. Mais pour autant, ça n'est pas de nature à nous faire arrêter je vous pose d'exercer notre métier. Bien évidemment, heureusement. Et je vous pose la question parce que c'est arrivé en France qu'on ait dit, qu'on ait lu quelquefois que le sondage a été un petit peu manipulé. On peut manipuler un sondage? On peut tout manipuler. Vous pensez qu'on peut manipuler des journalistes? Pas tous. Il y en a qui ne sont pas manipulables. C'est pareil pour les sondages. D'accord. Vous avez réponse à tout, c'est bien.
Bon, alors, dernière partie du sondage, c'est la corrélation qu'il peut avoir entre le manque de confiance et l'abstention. Bon, c'est une étude qui n'a pas été faite, mais quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas tellement éloignés. Oui, ben c'est bon, la réponse est un petit peu dans la question, oui. Mais effectivement, quand on regarde les comportements électoraux, on voit effectivement qu'il y a un effritement de la participation, oui. Parce que les gens se sentent de moins en moins concernés par la chose politique, ou lorsqu'ils le sont, c'est dans une certaine mesure, et à côté de ça, on voit effectivement que la confiance vis-à-vis des personnalités politiques est en recul. Si vous n'avez pas confiance dans personnel politique, vous n'avez pas forcément envie de les placer à la tête des responsabilités. Donc oui, il y a forcément un lien. Après, examiner quel est réellement le degré de corrélation et mettre tout ça en équation, on n'en est pas là pour l'instant. L'ordinateur n'a pas encore parlé. Alors, on va terminer on termine le meilleur pour la fin. Alors, on arrive finalement à ce que j'appelle la victoire d'Harry Chalus. Bon, elle est consécutive, vous avez dit, au résultat des élections. Et cette confiance, finalement, quand on voit un peu la courbe de Chalus sur 10 ans, ça n'a pas cessé de grimper finalement. Effectivement, oui. Harry Chalus est apparu spontanément déjà dans la notoriété et c'est pour ça que cette notion de spontané est importante, parce qu'elle permet de voir les personnalités politiques qui émergent. Et donc pour nous, ces signaux faibles sont particulièrement importants parce que nous les regardons avec beaucoup d'attention, voir qui au fur et à mesure apparaît comme ça au bas des classements, mais apparaît spontanément. Et nous avions vu effectivement Harry Chalus apparaître il y a un certain nombre d'années environ, et lorsqu'il est devenu député en 2000, alors j'ai un petit 2010, les dernières élections présidentielles. Oui, c'est ça, les législatives. 2012, pardon. 2010, il a été. Oui, 2010. 2012. Et à ce moment-là, on a vu effectivement sa cote de confiance faire un bond significatif, atteignant des scores jamais atteints par les différentes personnalités politiques locales. Donc aujourd'hui, il n'est plus sur cette courbe ascendante, parce que maintenant il est dans l'exercice du pouvoir, et là c'est autre chose. Et donc tout le challenge pour lui sera de parvenir à se maintenir autant que faire se peut à un score élevé. Mais effectivement... C'est un souhait là ? De ma part ? Ah non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, pour lui. Pour moi, l'enjeu, c'est d'arriver à voir comment les choses évoluent. Donc, qu'il évolue... positivement ou négativement ? Là n'est pas la question, mais comme je vous disais, ce qui est intéressant pour nous, ce sont les signaux faibles et voir les nouvelles personnalités qui émergent. Dernière chose, alors justement, c'est vraiment la dernière question, qui n'est pas dans le sondage. Qu'est-ce qui émerge en ce moment? Qu'est-ce qui va émerger? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs déjà de personnalités qui commencent à pointer du nez? On en voit, mais je ne vais pas, les citer aujourd'hui. Si vous regardez sur les scores de notoriété, il y a un certain nombre de personnalités à 1-2%. Et 1-2%, c'est déjà un chiffre indicateur. Mais disons que ça fait partie des signaux faibles qu'il faut savoir observer, parce que Harry Chalus est parti, par exemple, de ces niveaux. Et si ces personnalités arrivent à s'inscrire dans le temps à ces scores, il y a fort à parier que dans leur commune ou sur leur territoire, un jour, ils peuvent... crever l'écran. Peut-être pas crever l'écran, mais réaliser des scores dans les différents scrutins qui soient suffisamment significatifs pour être notés et peut-être aussi pour accéder au pouvoir. Voilà, mais merci Erika Mérillon. Plus d'infos, comme on dit, www.calistat.fr. Voilà, c'est dit, il est pratiquement 12h57. On va prendre une pause de publicité. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres et puis aussi pour parler un peu de sport avec notre ami sportif qui est déjà là et qui nous attend. Je veux parler je cherche son nom, oui voilà, il est là, Richard Etienne.
ZCL, retour donc à l'information et tout de suite les repères de l'actu avec Mélissa Gondin. Donc au sommaire de ce lundi 13 juin, Santé Bocaz, un laboratoire mobile près de chez vous. Ce nouveau bus santé de l'ARS vise à rapprocher, dépister et accompagner la population isolée de l'offre médicale. Une dictée populaire a eu lieu samedi lors du 2e prix des marins pêcheurs à Port-Louis. À cette occasion, enfants et adultes se sont prêtés au jeu de la dictée en français mais aussi en créole. Et jusqu'au 22 juin, vous pourrez vous aussi révéler votre fibre artistique. Rendez-vous à l'exposition du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre sur le thème « Les maisons du monde ». Merci Mélissa. Tout de suite, l'inauguration du bus de dépistage de santé. Mise en circulation au mois de janvier, le bus dépistage santé a déjà visité 14 communes et réalisé 309 dépistages. Rapprocher, dépister et accompagner sont les grandes missions de ce laboratoire mobile baptisé Santé Bocaz. C'est en présence des partenaires et représentants des organisations que le bus dépistage santé a été inauguré ce matin à la Croix-Rouge des Abîmes. Jeff Taylor et Gaël Dorville ont croisé le bus Santé Bocaz au pôle de Bois-Ripaud. Ce bus est mis en place sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé, où l'objectif en fait avec les associations de santé d'aller au plus près de la population. On sait aujourd'hui que c'est très compliqué d'aller au-devant, que cette population vienne dans les hôpitaux, puisse se déplacer, donc l'objectif c'est d'aller vers. Donc la Croix-Rouge à travers ce bus souhaite pouvoir aller au plus près des Guadeloupéens pour pouvoir faire la prévention sur leur santé. Donc c'est des dépistages, c'est des échanges aussi à travers deux professionnels qui seront l'infirmière et l'assistante de service social, puisqu'il est très important aussi de pouvoir rouvrir les droits de certaines personnes, que ce soit la carte vitale, pour pouvoir aller se soigner, pour pouvoir être dans le système de soins. Aujourd'hui, c'est d'aller dans toutes les communes de Guadeloupe, les plus éloignées comme les plus proches, mais c'est notamment aller à Marie-Galante, aller aux Saintes, aller à la Désirade, mais c'est aussi d'aller dans les communes, partout sur le territoire, pour aller à la rencontre des gens, pour qu'ils puissent se dépister, qu'ils puissent faire un point sur leur santé. En Guadeloupe, nous avons beaucoup d'actions, la Croix-Rouge en tout cas mène beaucoup d'actions, des actions qui sont à caractère social, par exemple sur les lits de crise, les questions d'aide sociale ou financière. Il y a aussi des questions qui vont vraiment sur des questions d'exclusion, des publics qui sont à la rue. Nous avons aussi une mission aussi que nous développons sur les addictions. Et puis d'autres questions qui sont plus à caractère alimentaire, puisque nous intervenons avec une épicerie sociale qui a un dispositif mobile. Et puis le dernier arrivé, c'est le bus de dépistage santé. Toutes ces actions renforcent un petit peu nos actions sur le terrain, sur la Guadeloupe. Il n'y a pas de médecins, ce ne sont pas des consultations avancées pour les personnes, c'est vraiment aller faire de l'information, de la prévention et des dépistages. L'objectif de ce bus, c'est de pouvoir rapprocher les gens du réseau de santé ville, c'est-à-dire pouvoir les interroger sur est-ce que vous avez un médecin traitant, est-ce que vous savez où est-ce que vous pouvez avoir des soins, et de pouvoir les alerter en cas de problème de santé sur des dépistages tels que le diabète, l'hypertension, le cancer, etc. Une dictée populaire ce week-end, Mélissa. C'est ça, Danick. À l'occasion du 2e prix des marins pêcheurs guadeloupéens, ce samedi a eu lieu une dictée populaire en plein air, à la place de l'église de Port-Louis. C'est dans une ambiance conviviale qu'enfants et adultes ont pu s'essayer à l'exercice de la dictée en français et en créole. Reportage d'Olivier Félix. Manifestation là, son initiative à un camarade de nous qui a resté pour lui. Nous réfléchissons à projet là ça par rapport à l'aide en club de lecture nous sinon dit dans médiathèque là et nous beau compter chaque monde ba petit grand là et pour événement là été avancé. Événement là fait l'année passée.
À grande surprise en nous, il était très apprécié. Nous trouvons qu'il marchait suffisamment bien pour nous continuer en l'arrêt là ça. L'année là ça, nous repartis de plus belle. Nous ajouter des joueurs les fait ça m'a donné un petit travail, mais nous quand même contents des résultats là. C'est vrai qu'actuellement il y a pas mal d'événements qu'à effectuer. Mois de mai la sortie fine et nous quand manquer de ce goût d'affluence. Mais ça y est important, c'est que c'est les questions de Kilti dans un contexte universel, mais aussi des Kilti locaux en nous. Et nous avons canter, nous avons échanger, nous avons rencontrer des gens qui dans des domaines assez spécifiques qui ont enrichi nous par rapport à ça nous connaître. Et puis ça permet de nous dans ce genre d'événements là ça qui est allé si plusieurs jours et dans des horaires différents ces journées là, de permettre chaque monde venir prendre un petit morceau et en rendre moins compte que si monde très intéressé par ce genre d'activité là ça. Alors on souhaité qu'il continue et normalement nous que recevoir avec plaisir l'année prochaine pour 3e édition là. On est très content donc du succès. Donc c'est une opération qu'on réalise donc en partenariat avec l'association Parole d'une Grande Terre dans le cadre donc du prix des marins pêcheurs donc guadeloupéens. Aujourd'hui on est très content d'avoir autant de monde. L'idée c'était donc de sortir donc le collège de ses entres, de ses murs et d'aller dans la cité à la rencontre de nos usagers, à la rencontre donc des élèves, des parents. Et là donc c'est un franc succès ce soir. Donc avant de parler donc de la prochaine édition, on va déjà faire le bilan donc la semaine prochaine. On est très content que les élèves aient pu participer, que les parents aussi aient pu participer. On a eu la présence aussi donc du DAC, Monsieur Rivier qui était là avec nous. Et là on est sur donc l'esplanade de l'église de Port-Louis, en face donc du bord de mer. On était très inquiets par rapport au temps parce que ces derniers temps il a plu. Aujourd'hui il fait très beau, donc je suis vraiment très content, un très beau temps parce que la commune de Port-Louis c'est une commune donc, qui mérite d'être connue. Le Nord Grande Terre mérite d'être développé, dynamisé. Cette dictée c'est une façon aussi pour nous de montrer que l'école n'est pas uniquement fermée sur elle-même, mais elle peut aussi aller donc vers la population pour apporter la culture, apporter la connaissance. Et la dictée, tout le monde a connu la dictée dans son enfance. La dictée aussi c'était un support pour nous permettre donc de venir à la rencontre de la population. Donc là tout à l'heure il y aura la remise des prix. Donc il y a deux dictées, donc une dictée en français pour le niveau CM parce qu'il y a aussi des écoles de Port-Louis qui ont participé à cette opération, l'école Narayana et l'école de Beauplan. Et il y a une dictée niveau CM, niveau collège avec pour les adultes aussi. Et une dictée en créole parce que la créole est dispensée dans l'établissement. Donc là on va passer donc à la remise des prix. Donc on est assez content de l'opération. L'intérêt de cette manifestation à mon avis c'est qu'elle unit à la fois les enseignants, les élèves et les parents. Et c'est une bonne chose que toute la communauté scolaire soit réunie dans un moment festif et agréable. A priori ça paraissait assez simple, enfin en tout cas abordable, mais vu la correction j'ai fait quand même de grosses fautes. C'est une manifestation qui à mon sens doit se renouveler chaque année et prendre de l'ampleur avec plus de monde et beaucoup d'intérêt. Voilà, enfin. Bon, alors, on va parler sport. Il y avait sur le terrain en Martinique deux équipes, une équipe guadeloupéenne, le CSM, et puis une équipe martiniquaise, le CS franciscain, et deux Richard Albert, l'entraîneur du CSM, et Richard Etienne qui est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour Danick. Alors, ce match, comment ça s'est passé? Très bien. Très bien en tout cas pour les deux équipes, mais précisément pour le CSM, puisque ce sont les Boliens qui se sont imposés sur le score d'un but à 0. Alors, c'est vrai dans cette... 1 à 0. Ah oui, 1 à 0, c'est ce que j'ai dit. Oui, 2 à 0. Ah oui, 1 à 0. Enfin, oui. Vous pensez que le deuxième but, c'est pas fait. Oui. Mais ce que je voulais dire simplement, ce qui a permis à cette équipe du GSM de s'imposer, c'est tout simplement le mental, et puis la psychologie, la force mentale, et puis la psychologie. Je crois que ce sont les deux qualifications. Pas la technique? La technique bien suivi le coup, a suivi cette affaire-là, mais au-delà d'ailleurs de cet aspect technique, il fallait obligatoirement que ces joueurs que le moral de ces joueurs soit gonflé à bloc pour pouvoir s'imposer face aux c'était Richard Albert, ça. Ah oui, ça c'est d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, Richard Albert, avant le match et avant même que les joueurs partent en Martinique. Eh bien, il y a eu justement des entretiens en groupe. Et en faisant comprendre aux joueurs, mais attention les gars, ce qui s'est passé en 2014, vous avez été héroïque, c'est le cas de le dire, puisque c'est la première fois que l'équipe guadeloupéenne parvenait à s'imposer dans cette compétition. Oui. Et donc, si on s'en tient à quelques commentaires d'ici ou là, on a l'impression que le CS franciscain a dominé et que c'est un coup de chance, comme on dit, qui a permis aux Guadeloupéens de remporter. Il y avait de la chance. Oui, c'est vrai, il y avait de la chance. Mais on ne peut pas parler de domination. Territorial, non, à mettre à l'actif de l'équipe du club franciscain. Première période, moi je le dis, puisque nous étions là, nous avons suivi le match. Et, on verra les images tout à l'heure en fin de journal d'ailleurs. D'accord. Alors il faut dire que cette équipe du CSM, c'était sa première période. Oui.
carrément, première période, dominée par cette équipe du CSM. Et puis en deuxième mi-temps, l'équipe du club franciscain évolue à domicile, ça on peut le comprendre. Avec son public. Avec son public, emmené par un excellent joueur, il faut le dire, même s'il est âgé aujourd'hui de 39 ans, je vais parler de Patrick Persin, quelqu'un qui a fait des beaux jours de la sélection de la Martinique. Il y avait encore Zahir en défense. Certes, ce sont des joueurs qui sont très motivés et des joueurs aussi qui sont très aguerris. Et pourtant, il a manqué des joueurs au CSM, il manquait au moins trois personnalités importantes de cette équipe. 2 joueurs clés qui manquaient véritablement dans cette équipe du CSM, eh bien c'est tout simplement Menji Gomez et puis Amadia. Amadia qui avait déjà annoncé son départ depuis pas mal de temps, qui avait déjà dit qu'il ne serait pas présent pour cette finale interrégionale. Et puis Menji Gomez, on le sait, qui est blessé. Mais ça n'a rien changé? Ah non, moi je pense que si peut-être les 2 joueurs étaient là, bon, qu'est-ce que ça va changer? Peut-être pas grand-chose, puisqu'ils étaient tellement motivés, ces joueurs. Et puis mercredi, il y aura certainement dans cette émission, dans C'est le foot, puisqu'il faut en parler, eh bien il y aura l'homme du match, à mon avis. Le et bien c'est Willis, même pas le buteur, Willis Francione, un jeune pétri de talent qui était partout sur le terrain. Et puis évidemment, à la conclusion, on le sait déjà, c'est Elber Anatole qui a pu faire la différence. Alors, juste 2 petits mots avant de vous laisser partir. La semaine dernière, l'équipe de la Guadeloupe, la sélection nationale, a perdu devant la Martinique. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de Guadeloupéens étaient assez pessimistes sur l'issue de ce match. Le football guadeloupéen n'a pas encore réussi à se hisser au niveau du football martiniquais en ce qui concerne les sélections nationales. Il s'est passé quelque chose dans cette sélection martiniquaise. Je voudrais quand même le dire pour que tous les amis téléspectateurs comprennent. Il y a une ossature dans cette équipe, dans cette sélection de la Martinique. Quand je parle d'ossature, c'est des joueurs, il y a un amalgame, des joueurs locaux avec des joueurs qui viennent des différents championnats. Au-delà de la Martinique au-delà de la Martinique, championnat de France, voire même à l'extérieur. Donc, en Guadeloupe aussi. Oui, mais ce qui se passe, c'est que ces joueurs qui viennent de l'extérieur, eh bien, ça fait un moment qu'ils évoluent avec la sélection. Donc, il y a eu une préparation. Il faut donner le temps à cette sélection guadeloupéenne d'arriver à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on s'est rendu compte qu'il y a des joueurs qui viennent dans cette sélection, mais ils ont eu très peu de temps de jeu, d'entraînement. Donc vous voyez, Danick, pour avoir une bonne ossature, une bonne équipe, il faut obligatoirement des joueurs qui se connaissent et qui évoluent depuis quelque temps ensemble. Et ça n'a pas été le cas pour cette sélection. Donc des automatismes. Alors, dernière chose, les U20 sont partis aujourd'hui, ils partent aujourd'hui. Vous êtes optimiste? Il faut garder cet optimisme parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Bon, mais ça va être la Caraïbe. Bon, on sait quelquefois, on a du mal à évoluer au niveau de la Caraïbe. Enfin, évoluer, c'est-à-dire être performant au niveau de la Caraïbe. Mais ce qu'ils ont prouvé, notamment face à la sélection, face au CSM notamment, eh bien, ils ont été remarquables. Et il y a de très de bons joueurs. Je garde un bon optimisme. Alors, j'ai noté quand même, et c'est la dernière remarque, que dans ces U20, il y a un seul joueur de la Basse-Terre, c'est un joueur de la Gauloise. Oui, mais bon, les autres clubs ne fournissent plus rien, Signois, Racing, etc. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, là encore, il faut donner le temps à ces joueurs de pouvoir bien se préparer. Et pour mettre en place une telle équipe, c'est pas évident. Merci Richard, on va retrouver mercredi à 17h30, c'est ça? 16h30, 17h30 pour l'émission C'est le foot. C'est le foot. Merci d'être venu. On continue toute l'information. Il est pratiquement 13h17 et Mélissa, on continue avec l'exposition du Centre des métiers d'art. Tout à l'heure, on reçoit nos autres invités qui sont déjà là. On va parler de la Journée mondiale du sang. Donc, vendredi s'est déroulée la cérémonie de prix d'excellence des élèves et étudiants du lycée Chevalier de Saint-Georges. Un prix initié en 2002 par le rectorat et Guadeloupe Expansion afin d'éveiller le goût d'entreprendre chez les jeunes guadeloupéens qui seront amenés à construire l'avenir du pays. C'est en présence de leurs parents, du recteur d'académie Camille Galap et de personnalités que cette cérémonie a eu lieu. On se rend au vélodrome de Bémao en compagnie de notre reporter Nicolas Hachi. C'est un grand moment pour le lycée par rapport à une action qui s'installe dans une dynamique. Depuis 4-5 ans, le lycée
à un projet de mettre en avant ce que font les élèves. Et aujourd'hui, je pense que par rapport à notre progression, on devrait pouvoir aujourd'hui couronner nos meilleurs élèves qui ont eu les meilleurs résultats, tant au niveau scolaire qu'au niveau des différents concours, voire des compétitions sportives où nous avons pu participer. Montrer, mettre en avant la capacité, le potentiel de la jeunesse guadeloupéenne à travers ce que font les élèves au lycée du Chevalier de Saint-Georges. Et je crois que l'espoir de demain, voir la Guadeloupe autrement demain dans une perspective de réussite, c'est une belle illustration cet après-midi. Ça a été une année super géniale avec les élèves. On a passé de super moments, surtout en classe. On a travaillé aussi, mais voilà, c'était super. C'était bien. J'envisage de passer en première S. C'est un grand moment pour le lycée par rapport à une action qui s'installe dans une dynamique. Depuis 4-5 ans, le lycée a un projet de mettre en avant ce que font les élèves. Mais c'est un retour, je dis pas aux méthodes anciennes, aux valeurs qui portent l'excellence d'une société. Nous avons une société qui est souvent décriée, notre jeunesse qui est souvent décriée. Et je crois que c'est le moment pour montrer, mettre en avant la capacité, le potentiel de la jeunesse guadeloupéenne à travers ce que font les élèves au lycée du Chevalier de Saint-Georges. C'est aussi ouvrir des perspectives pour les années à venir, où le lycée Chevalier de Saint-Georges se doit de prendre en charge les élèves en difficulté, assurer l'avenir de chaque excellence de chaque élève, mais surtout, je dirais, mettre le lycée dans une perspective de l'excellence dans les années à venir, où nous devons pouvoir positionner nos élèves pour entrer dans les classes d'ingénieurs, les classes préparatoires, et aussi, je dirais, surtout, permettre à tout un chacun dans ce lycée de trouver l'expression de son talent. Nous avons l'expression du nautisme, nous avons la mécanique auto, mais nous avons aussi le cinéma audiovisuel. Et je crois que ce qui caractérise le lycée en ce moment, c'est la dimension sportive, où dans le bassin, nous avons proposé aux élèves qui veulent être demain, je dirais, professeurs de DPS, qui veulent être cadre dans le sport, qui veulent être médecin du sport, de rentrer en SAPSA-Fouillol avec une formation beaucoup plus précise. Les Maisons du Monde est le thème cette année de l'exposition du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. 2 semaines durant lesquelles vous pourrez admirer les multiples œuvres et productions des adhérents. Au programme, vannerie, couture, photographie ou encore bijoux et accessoires vous sont proposés. Ouverts à tout public, vous pourrez vous aussi trouver votre voie artistique et quel que soit votre âge. Le reportage de notre artiste en herbe, Jeff Taylor. On est en termes de, c'est le bilan de l'année qui est exposé, qui est montré au grand public. Ce sont les élèves qui ont participé à la conception de l'exposition avec l'équipe pédagogique. Oui, effectivement, cette exposition part d'elle-même. Le thème principal, c'est les Maisons du Monde. Donc, ce thème a été abordé différemment par tous les intervenants avec leurs élèves. C'est ainsi qu'en couture, on ne peut pas montrer les Maisons du Monde, mais ils ont montré vendredi soir un panel de leur création venant des différents pays, des thèmes, des tissus venant des différents pays, les coiffes des différents pays. Un certain nombre d'accessoires ont été montrés, notamment aussi au niveau de l'atelier de vannerie. Donc c'est en ce sens que chacun peut aborder à sa façon. Et les élèves ont pu créer, et il y a de belles réalisations à voir. Alors les élèves qui sont au niveau de la classe préparatoire, donc ils vont partir pour pouvoir continuer leur formation dans les différentes universités, dans les différentes grandes écoles d'art. S'agissant des élèves qui prennent les cours en pratique amateur, ici, donc ils auront libre cours pour la suite de leur formation chez nous. Et aussi pour, je ne sais pas, parce que peut-être pour un tableau réalisé, donc il va pouvoir l'encadrer et puis l'offrir à un proche, à quelqu'un de très cher. Le grand public est convié. Ce matin, nous avons reçu deux classes d'une 50aine d'élèves de la région pointoise. Le grand public peut venir. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Donc, ils peuvent nous appeler pour pouvoir faciliter la venue ici, pour la prise en charge, parce que nous avons des encadrants qui sont là pour pouvoir expliquer la démarche pédagogique, pour montrer les différentes techniques qui ont été utilisées pour pouvoir réaliser telle ou telle pièce. Retour sur le plateau du ZCL, les 13h22 et on reçoit tout de suite Marie-Claude Soudien-Pinot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des donneurs de sang Orange et de la Poste, c'est bien ça? Tout à fait. Et Madame Marie-France fait ici
Delan. Qui est, elle, technicienne de laboratoire. Alors, c'est la journée mondiale du sang, et bien évidemment, en Guadeloupe, on ne peut pas rester à l'écart, d'autant plus qu'il manque du sang en Guadeloupe. Tout à fait. Non seulement il manque du sang en Guadeloupe, mais nous devons faire venir du sang de métropole pour pouvoir combler le déficit. Quoi, les Guadeloupéens sont des mauvais donneurs, c'est ça? Pardon? Les Guadeloupéens sont de mauvais donneurs? C'est pas qu'ils sont de mauvais donneurs, mais ils n'ont pas encore pris conscience de l'importance de cet acte solidaire et généreux. Et ils ne savent peut-être pas aussi combien cet acte est important. Oui. À quoi sert le sang qui est transmis? Très bonne question. Madame Félicie. Alors, moi, je suis technicienne de laboratoire à l'EFS. Donc, le sang, il sert à sauver des vies. Oui. À partir du don du sang total, on peut obtenir trois produits, donc qui sont les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui sont chacun différents suivant la pathologie qu'il faut traiter. Oui. Et donc, principalement, ils servent à sauver des vies pour des patients. Quel est le niveau de la demande en Guadeloupe chaque année? Alors la demande, alors nous on est sur 2 sites, donc Guadeloupe et Guyane. Oui. Et on a à peu près 13 000 demandes de sang par 13 000 poches. Oui. Et on arrive à combien à collecter à peu près? À environ 7 000. 7 000, il y a un déficit de 6 000. 7 500 pour l'année 2015. Donc c'est en régression apparemment. Oui, c'est un petit peu en régression parce qu'on a eu le souci, donc depuis quelques temps on avait le chic. Oui. Là on va avoir le Zika, donc on a des culots qui sont mis en quarantaine à cause de ces... Alors qu'est-ce que vous dites aux Guadeloupéens qui vous regardent? Parce qu'en fait, c'est un petit peu le but de la manœuvre, vous invitez là, c'est pour vous dire aux gens, mais portez mon œuvre, quoi. Enfin, je ne sais pas. Bien, nous invitons demain à cette journée qui est la 13e édition de la journée mondiale. Il faut savoir que cette journée a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, l'OMS. Et cette journée est relayée demain dans 102 pays. Oui. Y compris la Guadeloupe, bien sûr. Y compris la Guadeloupe. Oui. Donc, nous attendons et nous souhaiterions avoir 150 poches demain. C'est possible? On l'a déjà dépassé. Oui. Les années passées. Alors, où sont les points où on pourra faire les transfusions? Alors, demain, il y a un seul point de collecte qui se situe à l'établissement français du CHU. Près du CHU, boulevard de l'Hôpital. Partout de quelle heure, il faut dire ça? Alors, je venais. Début de la manifestation à 8h, oui. Avec un accueil en musique des donneurs, oui. Et jusqu'à 16h. D'accord. Et toute la journée, elle sera festive parce que cette journée permet aussi de remercier les donneurs. Oui. La collation est exceptionnelle ce jour-là, il y a de la musique toute la journée. Oui. Alors je peux vous donner le programme. Allez-y. De 9h à 10h, il y aura une prestation musicale des élèves d'Amédée Fingarol. De 10h à 11h, il y aura une prestation musicale des élèves du collège de Gourdeliane ou du Gros-Cas. Oui. 11h à 12h30, prestation du chanteur Yanis et son groupe. Oui. De 14h à 15h15, nous aurons la dictée créole. 15h15, 15h30, correction, dictée créole et remise de prix. 15h30, 16h, prestation des slameurs sur le don du sang. Eros, Silencieux et Gustave Magali. C'est presque 100% musique, là. Et de 16h à 18h, concert de clôture, Mado Ladrizo. Mais voilà, quelle belle journée. 100% musique avec Mado Ladrizo. Alors, je pose la question quand même à la technicienne. Ce sang, une fois qu'il est collecté, qu'est-ce qu'il devient? Il est congelé? Comment vous le conservez? Une fois qu'il est collecté, donc il y a des analyses qui sont faites sur les tubes qui sont aussi prélevés en même temps. Pour contrôler évidemment que le sang peut être transfusé. Pour qu'il ne soit pas contaminé. Voilà. Et ensuite, donc, il est transposé au service de délivrance. Mmh. Et là, on peut, à ce moment-là, quand on a les demandes de sang, Et la Guadeloupe a toujours été déficitaire depuis toujours. Sur les 13 000 poches nécessaires, on n'a jamais atteint ce volume. Jusqu'en 2009, on était autosuffisant. Et justement, notre objectif, notre objectif, c'est d'être autosuffisant. C'est aussi un objectif national de la part du siège.
Et donc jusqu'en 2009, on a été autosuffisant. Et bon, après ça, il y a eu des contraintes, notamment sur le taux de l'hémoglobine. Il faut savoir que nous, on est une population qui est ethniquement anémique. Oui, c'est ça. Et donc, on a un taux d'hémoglobine un peu plus bas que la moyenne. population. Voilà. C'est ce qui explique le déficit. Entre autres, c'est ce qui fait qu'on a des... Il y a des religions religieuses aussi, et puis les gens ont peur aussi, quelquefois, de dire, ouais, il va mon sang en moins. Ouais. Pardon? Peur de la piqûre, peut-être. Peur de la piqûre? Elle est douloureuse? Non, je pense pas. Vous n'avez jamais donné? Une fois. Mais il faudrait revenir. Et je ne me souviens plus. Elle n'est pas douloureuse. Elle n'est pas douloureuse? Voilà. Vous prenez combien de millilitres de... Alors une poche de sang, ça fait environ entre 400, 500, 300, 350, 400. Je me souviens, quand j'avais donné, je t'ai senti un petit peu affaibli quand même. Ah ben, oui. Qui est peut-être un peu fatigué. Il ne faut pas être à jeun. Il ne faut pas être fatigué. Il ne faut pas être à jeun. Il ne faut pas être à jeun? Non, il faut parce pas qu'il y a une collation qui est donnée après, je crois. On m'avait donné quelque chose après. Avant et après, si le donneur dit qu'il n'a pas encore, qu'il n'a rien mangé, il prend une première collation avant. Oui. Parce qu'il ne faut pas être à jeun, justement. D'accord. Et il faut être en bonne santé quand même. Il faut être en bonne santé. Oui. Il faut dire qu'il y a l'entretien médical préalable au don. D'accord. Quand vous arrivez, vous remplissez une fiche. Oui. Ensuite, vous allez voir le médecin. Oui. Vous avez un entretien médical. Et si vous êtes apte au don, il vous envoie pour pouvoir être prélevé. Et les prélèvements font suite à... Il y a une suite après, une analyse du sang des gens collectés? Oui, c'est tout à fait. Tout à fait, il y a un bilan. Oui, et si la personne a quelque chose, on lui dit quand même? On lui fait un courrier. On lui fait un courrier. Bien, mais écoutez, rendez-vous donc demain à partir de 8h, vous l'avez noté devant le CHU, tout en bas, musique, slam, Ladrizou, Mado, c'est lui qui nous avait contacté, on le salue d'ailleurs en passant. Il y aura aussi des stands. Des stands aussi? Voilà, d'associations. Oui. Il y aura la Ligue contre le cancer, la lutte contre la drépanocytose. Oui. La sécurité routière sera là, les mutuelles seront là, et l'MDE, MGEN, et la Croix-Rouge aussi sera présente. Bien, je pense qu'on a tout dit. On souhaite que cette fois-ci, on dépasse un petit peu le seuil que vous avez fixé, qui est de 150 poches pour la journée. 150 poches, c'est une personne, c'est une poche. Une personne, c'est une poche? Une poche, oui. Une poche. Alors 150 monde, c'est pas rien ça. Bon, mais j'espère que je vais essayer de passer. J'espère que le message il est bien passé et que les Guadeloupéens penseront aux petits drépanocytaires, aux femmes enceintes, aux cancéreux et aux accidentés. Voilà, c'est dit. Il est 13h30. On vous remercie, mesdames, madame Pinault, Marie-Claude Soudin-Pinault et madame Félicie Blanc pour cette journée mondiale du sang. Et puis on donne rendez-vous à tous les Guadeloupéens demain matin au bas du CHU en espérant qu'on va dépasser les 150. On aura le résultat sur Canal sera là. Voilà, 13h30, on prend une page de pub et on se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas, mesdames, avec Mélissa pour la suite du journal et avec notre chronique tourisme. Ce sera tout à l'heure à notre retour. Voilà, il est 13h37, retour sous le ZCL et un dernier rappel des titres avec Mélissa Gondin. Les titres de ce lundi 13 juin, Santé Bocase, un laboratoire mobile bientôt près de chez vous. Ce nouveau bus santé de l'ARS vise à rapprocher, dépister et accompagner la population isolée de l'offre médicale. Une dictée populaire a eu lieu samedi lors du 2e prix des marins-pêcheurs à Port-Louis. À cette occasion, enfants et adultes se sont prêtés au jeu de la dictée en français mais aussi en créole. Jusqu'au 22 juin, vous pourrez aussi révéler votre fibre artistique. Rendez-vous à l'exposition du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre sur le thème Les maisons du monde. Voilà, merci Mélissa. Et comme chaque lundi, désormais, nous aurons donc une chronique touristique. On avait déjà une chronique sur les 7 terres de haut avec Béatrice qu'on salue en passant. Et cette fois, on reçoit Elisabeth Adélaïde. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi cette chronique, Elisabeth? Alors, je me présente. Donc, je suis Elisabeth Adélaïde, directrice commerciale des agences Riverain Tour. On est sur Pointe-à-Pitre, Le Moule, Basse-Terre et Marie-Galante. Et en fait, notre métier, c'est d'apporter notre expertise et nos conseils aux voyageurs. Donc, l'idée, c'était de transmettre cette expertise à travers cette chronique. Et donc, vous viendrez nous parler de pays qu'on ne connaît pas encore ou qui sont à découvrir, c'est ça? Voilà, oui. Nouvelles destinations, bons plans et puis conseils, tout simplement, pour passer de bonnes vacances. Alors, Elisabeth,
Elisabeth, aujourd'hui, on va où? Alors, aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous faire partager les îles qu'on appelle les îles ABC, qui sont Aruba, Bonaire et Curaçao, qui sont des îles magnifiques, méconnues des Guadeloupéens, et donc j'avais envie de partager cette expérience. Alors, première question toute bête, hein, ces îles, elles sont loin de la Guadeloupe? Alors, ces îles en vol d'avion, je parle. Alors, elles ne sont pas très loin, à vol d'oiseau, on va dire. Elles sont au nord du Venezuela. Et aujourd'hui, on peut y aller quand même relativement facilement en passant par Saint-Martin, puisque ces îles sont sous protectorat des Pays-Bas, comme Sainte-Martine. On parle le hollandais, le papiamento et l'anglais, bien évidemment. Le papiamento, c'est le créole. Alors, c'est un créole qui est issu du portugais, qui ne ressemble pas trop au nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces îles globalement? Alors, ces îles sont un petit peu atypiques. Elles sont bien à connaître, notamment pour la plongée. Aruba, plus précisément, on va faire plongée et shopping de luxe. Shopping de luxe. Moi, j'ai craqué pour un hôtel qui s'appelle l'hôtel Renaissance, qui fait partie du groupe Marriott et qui est tout simplement fabuleux. Il est au cœur de la ville, au Randstad, et dans un centre commercial de luxe, donc avis aux amatrices. Et il propose aussi une petite navette en bateau qui nous emmène directement sur une île avec deux espaces, un espace familial et puis un espace plus tranquille, où là vous êtes avec des flamants roses, des iguanes qui bronzent à côté, et puis une petite mangrove avec de l'eau claire, extraordinaire. Donc c'est vraiment un dépaysement fabuleux. On a le sentiment qu'on est là quand même d'être aux Antilles, dans la Caraïbe? Alors oui et non. Oui, parce qu'on est proche et que malgré tout on a le soleil, on peut y aller toute l'année. Les températures c'est 28 degrés, mais par contre, voilà, c'est à peu près comme ici. Mais par contre, c'est vrai que c'est un petit peu atypique et on a des choses un petit peu particulières, comme notamment la découverte de Curaçao, Willemstad, qui est placé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est assez fabuleux. Et puis des choses un petit peu atypiques comme le pont naturel à Aruba. Voilà. Question de Mélissa. Oui, est-ce que du coup il est possible de faire un circuit regroupant ces trois îles? Est-ce que c'est accessible financièrement? Enfin, c'est pas trop. Bien sûr. Alors accessible financièrement, nous on a justement on peut combiner en fonction du budget du client. On a des hôtels de type et de catégories différentes, donc nous on s'adapte. Et cette année on a la chance d'avoir un bateau au départ de Pointe-à-Pitre qui nous propose deux de ces trois îles, Curaçao et Aruba. Voilà, en croisière. Oui. Donc il y a deux escales, une à Aruba, une à Curaçao, et donc ça nous permet en tout cas d'avoir un premier œil et d'y retourner après plus longuement. Alors je sais pas, vous connaissez au moins l'une de ces îles? Alors moi je connais Aruba bien et Curaçao aussi. J'ai pas encore fait Bonaire parce que Bonaire est plus axée sur la plongée sous-marine. Hein. Elle fait partie d'une des 10 plus belles îles pour la plongée, avis aux amateurs. Mais les deux autres que je connais, oui, sont vraiment très très intéressantes. D'accord. Question toujours non. Alors, autre chose, vous savez, les gens vont toujours poser la question, comment on fait pour y aller, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut comme papier particulier, visa ou simplement le passeport? Alors, un passeport suffit. Alors, justement, là, on est là pour vous conseiller en agence de voyage, donc un passeport suffit, il n'y a pas besoin de visa, on est dans la Caraïbe, voilà. Oui. Du point de vue de la cuisine de ces pays, est-ce qu'elle est très différente de la nôtre? Un petit peu créole, oui, quand même un petit peu différente, et européenne aussi. Ah bon? Oui, ils sont un petit peu, enfin, ils sont européens comme nous dans la façon d'être, mais oui, c'est une cuisine quand même caribéenne. Caribéenne, donc on ne perd pas les saveurs. Non. Mais il y a encore un petit côté hollandais, enfin, Pays-Bas. Oui, il y a un petit côté hollandais, c'est pour ça que je dis ils sont un petit peu plus européens. C'est vraiment atypique, c'est particulier, c'est pour ça que ça gagne à être connu proche de chez nous. Et là, la vie est calme, tranquille, pacifique. Quiétude. Vous êtes accueillis avec des welcome, I love Aruba, I love Curaçao. On sent qu'il y a vraiment une culture du tourisme qui
qui est vraiment extraordinaire. Oui, alors donc on résume. On commence d'abord, on va là, d'abord par Aruba ou bien par Curaçao ou bien par Bonaire? Alors on peut faire... On fait BAC, alors l'idéal, peut-être le plus simple, c'est de toutes les manières le hub entre guillemets, on arrive forcément à Curaçao et après on va à Aruba ou à Bonaire. D'accord. Donc on a le choix après, c'est une question de timing, on va dire. Alors globalement, le Guadeloupéen, le Martiniquais ou bien ou le Guadeloupéen qui est en France qui nous regarde, ou de Saint-Martin qui nous regarde, on lui dit quoi pour aller là? Il faut un gros budget, énorme budget, budget moyen Alors un budget moyen, on ne va pas donner de chiffres, mais et un budget, on va dire plus si on veut vraiment faire du shopping, puisque c'est vraiment des magasins de luxe. Ah oui, des magasins de luxe. Mieux que Saint-Martin? Ah oui, c'est différent. Mieux comme Miami? C'est différent. C'est différent? C'est complètement différent. C'est pas la même chose, c'est la quiétude, mais on sent qu'il y a un petit peu effectivement de luxe, c'est le casino, c'est l'ambiance, voilà. On n'a rien dit sur la musique, j'imagine que alors, là-bas... il y a juste un festival à Curaçao qui a lieu chaque année, qui est le Festival international North-East de Curaçao. Kassav a eu l'occasion de s'y produire il y a quelques années. Et il est très réputé. Donc c'est aussi, voilà, ça peut être une destination pour les festivals que les Guadeloupéens aiment. Ils connaissent notre musique, hein, parce que... Oui, et ils aiment. Oui, parce que j'ai un ami qui est chef d'orchestre d'un groupe qui s'appelle Les Aiglons. Ils ont eu l'occasion de jouer plusieurs fois à Curaçao. Oui, ça ne m'étonne pas. Ils ont du goût. Il y a une image qu'on voit avec beaucoup de couleurs. Les maisons sont vraiment différentes d'ici. Ah oui, ça n'a rien à voir. L'architecture, et je vous dis, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est atypique. Et c'est juste, moi j'ai été en émerveillement parce que c'est lumineux, on se sent, on est serein quand on y est. Bien, écoutez Elisabeth, on vous remercie. La prochaine fois on parle de quoi? Alors la prochaine fois ce sera un thème sur les croisières, un petit peu atypique et original. Eh bien on prend rendez-vous déjà. Oui, alors... Plus d'informations? Plus d'informations sur notre site www.rivetour.com ou sur zcl.tv. Voilà. Bonnes vacances à ceux qui ont déjà préparé. Oui, à très bientôt. En tout cas, tous les renseignements sont sur le site, elle l'a dit, et sur les deux sites. Voilà. Merci. Il est 13h46. Un dernier titre sur l'information et on revient au sport, Mélissa. Oui, on en a parlé tout à l'heure avec notre invité Richard Etienne. La CSM a remporté la compétition Trophée Mutuel Marguerrière ce samedi soir face au club franciscain. C'est sur le score de 1-0 que le club moulien s'est imposé lors de la finale au stade Georges Gratian au Lamentin. Le CSM au sommet de la gloire. L'espoir renaît dans un groupe qui pourtant, au départ, ne faisait pas partie pour autant de favoris logiques. Jouer contre le club franciscain, 5 fois vainqueur de la compétition, il fallait avoir le mental et très fort psychologiquement. Des qualités dont ont su faire preuve les protégés de l'entraîneur Richard Albert durant toute la rencontre. Une première mi-temps marquée par l'énervement de certains joueurs, transportés sans doute par l'enjeu de la rencontre. 0-0 au terme de la première période. De retour des vestiaires, emmenés par Patrick Persin, les franciscains sont plus conquérants, proches de la décision finale. Mais Kevin Ajax, totalement retrouvé, assure dans les buts. L'instant du match. Nous sommes à la 89e minute de jeu. Une passe lumineuse de Bolmer et Albert Anatole, qui d'un tir croisé ouvre la marque. Franciette est battu 1-0. Et c'est la délivrance pour le CSM. On a été sérieux, on a été dynamique. Et on a eu quoi. On a bien géré le match, tactiquement, c'est surtout ça. Et les joueurs, ils ont fait preuve d'abnégation, ils ont été sérieux. C'est vrai qu'il y a des moments, je leur en veux, ce sera peut-être trop. Mais c'est pour leur bien, on a sorti quelque chose de grand parce qu'il fallait contenir cette attaque-là. Je crois qu'on a bien travaillé tactiquement. Ils sont arrivés en deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie, mais on a su casser à chaque fois le rythme et repartir. Et là, Albert nous sort un but, comme on l'avait dit, peut-être on en aurait eu 2 ou 3 occasions, et bien il a mis la bonne. Le but de la victoire au terme d'un effort collectif qui permet aux Bleus de rentrer dans l'histoire de la compétition.
Voilà, il est 13h48, c'est la fin du journal, mais ce n'est pas la fin des chroniques, puisque notre collaboratrice Mélissa, de son état, va nous parler un petit peu aujourd'hui d'ostéopathie. C'est sa spécialité, et je ne dis pas bonjour Mélissa, mais on va parler de quoi sur l'ostéopathie aujourd'hui? De la névralgie d'Arnold. Alors qu'est-ce que c'est la névralgie? Peu connue, mais qui est pourtant très fréquente. Une pathologie très fréquente. Donc en fait, c'est l'atteinte d'un nerf, donc le nerf d'Arnold, qui se trouve à la base du crâne, donc à l'arrière du crâne. Oui. Et du coup, qui lui. Alors, on a bien dit une névralgie d'Arnold, pas d'Harold. Non, d'Arnold. D'Arnold, d'accord, oui. Donc ce nerf, lui, il va innerver tous les muscles profonds du cou. Donc c'est pour ça qu'il peut, lorsqu'il est atteint, provoquer des maux de tête, des migraines. Voilà. Et quel est le rôle de l'ostéo à ce moment-là? Donc nous, on va intervenir donc, pour soulager, essayer d'enlever tous les conflits qui peuvent se trouver sur le trajet du nerf. Donc on va aussi bien aller voir s'il y a un blocage au niveau du rachis cervical, mais aussi au niveau des muscles. On va essayer d'étirer les muscles qui peuvent être compressés et donc comprimer le nerf. Et on va voir également, comme on le fait habituellement aussi, aller voir les autres articulations qui peuvent avoir un lien avec justement cette névralgie d'Arnold. Donc on va voir tout le long du rachis, mais aussi bien le bassin, le genou, qui peuvent avoir un lien au niveau des chaînes. Globalement, c'est une névralgie ou deux types? Quels sont les types de névralgie? Donc il y a deux types de névralgie d'Arnold. Donc une un peu moins répandue qu'on appelle la névralgie du petit Arnold, qui démarre à la base du crâne et qui va contourner l'oreille. Et l'autre, la plus fréquente, la plus répandue, qu'on appelle la névralgie du grand Arnold, qui part également donc de la base du crâne, mais qui va se propager jusqu'à l'arrière de l'œil. Et donc vraiment, on va la ressentir tout sur le côté du crâne. En fait, alors, pour les gens qui nous regardent, comment on peut détecter qu'on a cette névralgie d'Arnold? Il y a des signes précurseurs? Oui, donc on a des maux de tête. Donc en fait, on va avoir généralement la douleur est assez brutale et violente. Donc voilà, des maux de tête, d'allure migraineuse. Elle peut être permanente ou alors pulsatile. Oui. C'est ce qu'on appelle le mal aux cheveux, c'est ça? Donc oui, les patients peuvent aussi ressentir ce qu'on appelle une hyperpathie du cuir chevelu. Oui. Donc quand ils vont passer le peigne ou la brosse. Moi, ça risque pas de m'arriver, moi. Non. Ils vont donc ressentir comme si ils vont avoir la sensation d'avoir mal aux cheveux en fait, au cuir chevelu. Oui. Donc voilà, c'est les différents signes qu'on peut avoir et cette névralgie donc peut avoir les causes qui peuvent être dues à cette névralgie peuvent être locales, c'est-à-dire une vertèbre cervicale bloquée par exemple, ou encore un rhumatisme, comme on a parlé il y a quelques semaines par exemple l'arthrose, ou alors ça peut être dû à un traumatisme du rachis cervical, par exemple, lors d'une chute par exemple, ou un accident de la route qui sont... Et le traitement se fait uniquement avec des manipulations d'ostéo? Donc bien sûr, il y a l'ostéopathie, mais il existe d'autres traitements, donc anti-inflammatoires, antalgiques, donc le traitement classique au niveau médicamenteux. On a aussi le traitement au niveau des séances de kinésithérapie, donc ce sera une rééducation du rachis cervical, donc qui va les masseurs kinésithérapeutes vont essentiellement étirer les muscles du cou pour redonner de la mobilité. Et on a aussi, en cas de crise, des infiltrations qui peuvent être faites au niveau du point douloureux. Ça doit faire très mal, ça. Et des petites injections aussi qu'on appelle la mésothérapie qu'on peut faire. C'est des petites injections qu'on va faire au niveau du cuir chevelu ou encore au niveau de la zone douloureuse. D'accord. Voilà. Ouais, ça a l'air douloureux et tout ça. Ça a l'air, oui. Ça a l'air douloureux, mais enfin, mais ça se guérit très vite. Voilà, ça se guérit très vite. Enfin, ça peut se soigner très facilement. Alors, comme on dit, plus d'informations. Donc vous pouvez revoir cette chronique sur le www.zcl.tv ou contacter votre ostéopathe et un téléphone pour avoir plus d'informations. Donc 06 90 50 14 36. Voilà, 13h52, on a fait le tour de l'information aujourd'hui, le tour des chroniques. Je vous rappelle donc chronique touristique. Aujourd'hui, on est parti vers les îles ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. Et si vous voulez plus d'informations, www.zcl.tv ou www.riveraintour.fr.
Rivetour.com. Voilà, c'est dit, on vous dit merci, on se retrouve demain avec Jessie. Mélissa ne sera pas là, on la retrouvera lundi prochain. Et quant à Elisabeth, prochaine chronique, on va partir en croisière avec eux. Voilà, c'est fini. Réalisation impeccable aujourd'hui, pas de problème. Tout va très bien. Oui, c'est vrai, c'était bon. Et on continue. Ne quittez pas, puisque ce soir, il y a un prochain journal vers 18h30. Salut.